Le projet Tombouctou Renaissance séduit les partenaires et amis du Mali. La campagne de promotion de la cité des 333 saints à travers ce projet s'invite au sommet États-Unis-Afrique. Et c'est le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta qui plaide pour le renouveau de la cité mystérieuse. Ici au Mali, le ministre de la Justice ne badine pas avec le respect de la loi. Sur le site des 309 concessions démolies à Kalabambougou en commune 4 du district de Bamako, Mohamed Ali Batili a tapé du poing sur la table en disant le droit. À Dakar, Karim Wade, accusé d'avoir détourné 178 millions. Le fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade est jugé depuis vendredi à Dakar pour enrichissement illicite. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Tout le plaisir est pour moi de vous accueillir. L'actualité, c'est le sommet États-Unis-Afrique. Le Mali, fortement représenté à cette rencontre de haut niveau, a mis en évidence la campagne de promotion de la cité des 333 saints. Les amis de Tombouctou viennent justement d'expliquer aux partenaires américains leur projet dénommé Tombouctou Renaissance, un projet culturel et économique qui vise à mettre en place certaines infrastructures pour la conservation et la sauvegarde du patrimoine de la mystérieuse cité. La cérémonie était placée sous la haute présidence du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Envoyés spéciaux à Washington, Bourama Traoré et Adama Kamara. Quand l'intérêt d'une action est bien compris, l'adhésion devient plus facile. L'évidence, c'est bien le projet de renaissance de Tombouctou, un projet expliqué aux partenaires américains à la faveur d'une cérémonie solennelle dans un hôtel à Washington. Objectif, les convaincre du bien fondé du dit projet, une opération de séduction qui semble avoir réussi. Nous sortons très rassurés, très engagés et très optimistes. Nous avons été reçus par le Brookings Institution, qui est le plus grand think tank de Washington et le plus vieux bureau de lobbyistes également de Washington, qui a manifesté son engagement publiquement dans le cadre du projet de Tombouctou Renaissance. C'est un projet ambitieux avec à la clé plusieurs actions de développement, parmi lesquelles la dotation de la cité des 333 saints d'un centre culturel moderne, la restauration des sites culturels de la région, la revitalisation des festivals et du tourisme. C'est un programme qui vise, comme son nom l'indique, la renaissance culturelle et économique de Tombouctou après les années difficiles que le Mali a connues. Des initiatives, parallèlement à la paix, des initiatives par-ci par-là se développent pour rendre à notre pays son liste d'antan. On est vraiment encouragé de voir que le président de la République, le ministère de la Culture et tous ses membres du gouvernement soutiennent cette initiative. Initiateurs du projet, partenaires et autorités maliennes, tous sont convaincus d'une chose. La sauvegarde et la conservation du patrimoine de la ville mystérieuse ne sont pas une option mais un devoir à accomplir. Pour la partie américaine, l'initiative de l'association Renaissance Tombouctou doit être soutenue. Et donc de jumeler les ressources et publiques et privées pour des objectifs à capturant la culture en service de la promotion du Mali et de sa culture et de ses besoins. De son côté, le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta s'est félicité de la mise en route de ces projets à vocation culturelle et économique et de poursuivre que Tombouctou doit vivre pour les générations futures. Depuis qu'on est ici, beaucoup de rencontres intéressantes. Maintenant avec mon frère Jesse Jackson, que je n'avais pas revu depuis longtemps, on a beaucoup de considérations ici pour le Mali. Vous le voyez vous-même. Toutes les rencontres que vous avez faites jusqu'à présent se sont merveilleusement déroulées. Les jours passent, ne se ressemblent pas, et le Mali va de l'avant. C'est ce qu'il faut retenir, Inch'Allah. Auparavant, le chef de l'État avait rencontré le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim. Entourés de leurs proches collaborateurs, les deux personnalités ont évoqué la coopération entre le Mali et l'institution financière. Ici à Bamako, place de la République, Issaka Sidibé a reçu cet après-midi une délégation de l'Association franco-africaine des Yvelines. Il s'agissait au cours de cette rencontre de discuter du statut et de la configuration de l'Assemblée nationale. Compte rendu, Mahamadou Doumbia. Le président de l'Assemblée nationale, Issaka Sidibé, a reçu au cours de cette rencontre une quarantaine de jeunes Maliens de la diaspora.
au sein de l'hémicycle. Pour ces jeunes vivant en France, ils ne sont pas à leur première sortie. De voir ma grand-mère, de voir toute ma famille. Et la ville de Bamako, comment tu la trouves? Très bien. La FAFI, c'est une association qui œuvre à l'intégration des enfants issus de l'immigration, les amener dans le pays d'origine des parents pour connaître le pays. C'est pour cela qu'on est là chaque année, ça fait 14 ans, j'amène les enfants au Mali. Au cours de la série de questions-réponses, ces enfants qu'on peut qualifier d'enfants adultes veulent connaître la fonction du président de l'Assemblée nationale avant sa prise de fonction. Au sein de l'hémicycle, la configuration de l'Assemblée nationale, majorité-opposition, l'avenir de l'école malienne, entre autres. On a eu un bon échange avec lui, il a pas mal répondu aux différentes questions qu'on avait. Et voilà, on était très contents des réponses et ça nous a informés un peu plus de notre voyage, etc. Et nous sommes émerveillés de visiter l'Assemblée aux enfants qui n'ont jamais eu cette opportunité. Et depuis la France, ils ont l'habitude de voir à la télé. Mais cette fois-ci, le rêve a été une réalité. Ça fait très chaud au cœur. Et ceux qui ont conduit ces jeunes-là, qui ont pensé à cette manière de faire, sont des gens qui ont bien compris aujourd'hui que les enfants ont besoin de venir voir d'où sont partis leurs parents. Et ceci va les aider justement à mieux gravir, n'est-ce pas, le restant des difficultés. Parce que la vie, c'est ça. Mais si vous savez d'où vous venez, il y a de très fortes chances que vous sachiez où vous allez. Le président de l'Assemblée nationale, qui a beaucoup apprécié cette rencontre, a prodigué des conseils aux jeunes afin qu'ils se rattachent davantage à leur pays natal, le Mali. Le président de la Cour suprême a lui rencontré ce matin les membres de la Haute Cour de justice. À l'heure du jour de cette rencontre, les relations entre les deux institutions, au micro de Ramata Konaté, le président de la Haute Cour de justice, Abdraman Nyang, explique la particularité de cette réunion qui s'est située dans le cadre de la prise de contact avec les autres institutions de la République. Nous l'écoutons. Notre présence ici aujourd'hui est tout à fait particulière, parce que la Cour suprême est notre collaborateur technique direct. La Haute Cour, vous savez, est une institution à la frontière du juridictionnel et du politique à travers les parlementaires, à travers l'Assemblée nationale. Mais le travail technique est assuré par les hauts magistrats de la Cour suprême à travers la commission d'instruction, ceux qui instruisent les dossiers après la mise en accusation par le Parlement. Et c'est eux qui assistent la Haute Cour dans le travail technique que nous aurons à faire. C'est une prise de contact, une séance de travail. Nous sommes une institution qui s'installe. Et comme le disait le président de la Cour suprême, on n'a pas le droit de dire qu'on ne savait pas. On apprend, on s'informe. Et il faudrait qu'à tout moment, et chaque fois qu'on sera sollicité, que la Haute Cour de justice soit en capacité de prendre en charge la mission qui lui est confiée. Nous avons parlé des méthodes de travail, des techniques de travail, des procédures de travail, le processus d'un dossier qui doit arriver à la Cour, la Haute Cour de justice, quel est son parcours et comment dans les procédures prévues par le Code de procédure pénale, quels sont les faits, quelles sont les dispositions à prendre. Le haut représentant du président de la République poursuit ses consultations après la première phase de la rencontre d'Alger. Aujourd'hui, il était avec les représentants des partis politiques. La rencontre a été essentiellement axée sur le compte-rendu de la première phase des pourparlers d'Alger. Compte-rendu Mamadou Sidibé. La deuxième journée du procès de Karim Wade a été marquée par une décision de la Cour en faveur des avocats du fils de l'ancien président. Le président de l'Assemblée nationale, Issaka Sidibé, a reçu au cours de cette rencontre une quarantaine de jeunes maliens de la diaspora au sein de l'hémicycle. Pour ces jeunes vivant en France, ils ne sont pas à leur première sortie. De voir ma grand-mère, de voir toute ma famille. Voilà toutes nos excuses, erreur de calibrage, et nous allons retrouver le reportage du haut représentant du président de la République qui poursuit ses consultations après la première phase de la rencontre d'Alger. Aujourd'hui, il était avec les représentants des partis politiques. La rencontre a été essentiellement axée sur le compte-rendu de cette première phase des pourparlers d'Alger. Et nous retrouvons le compte-rendu de Mamourou Sidibé.
Avant de se rendre en Algérie pour la phase préliminaire des pourparlers intermaliens, les hauts représentants du président de la République avaient rencontré les représentants des partis politiques afin de les informer et solliciter leur accompagnement. Aujourd'hui, au cours d'une réunion, il a fait le compte rendu des pourparlers d'Alger. Ce qui s'est donc passé en Algérie du 16 juillet au 24 juillet, c'était la phase initiale. Cette phase initiale avait un certain nombre d'objectifs. Le premier, c'était d'obtenir une feuille de route consensuelle. Le deuxième, c'était de renforcer des mesures de confiance à travers la libération des prisonniers, à travers la signature d'une déclaration de cessation des hostilités. Mais un des objectifs était de continuer les efforts d'harmonisation des positions des mouvements armés. C'étaient les 3 objectifs qui étaient assignés à cette phase initiale. Alors, par rapport à ces objectifs, qu'est-ce qui a pu être obtenu? En effet, il y a eu une feuille de route à adopter consensuellement. Ce compte rendu a suscité beaucoup d'interrogations, notamment sur l'harmonisation des groupes armés, leur cantonnement, la crainte d'un règlement temporaire du problème. Nous avons énormément apprécié la présentation du représentant du président de la République. Ça nous a permis de comprendre le processus, de faire la différence entre la rumeur et la réalité. Mais naturellement, nous lui avons exprimé nos inquiétudes. Cette inquiétude tourne essentiellement autour de la prise en compte de ce que pourrait être une position malienne aux futures négociations qui démarreront le 17 août. L'idée étant qu'il serait extrêmement important que les Maliens soient unis autour des axes fondamentaux qui sont acceptables pour tout le monde. Le haut représentant rappellera que son rôle est de rapprocher les points de vue des deux tendances, gouvernement, groupes armés. Il insistera sur le contenu des messages qui doivent contribuer à apaiser le climat social et créer ainsi la confiance entre les fils de ces pays avant de lancer son appel. J'échange avec vous, étant profondément convaincu de la valeur de l'échange. Je crois avoir dit ici que j'ai un ami académicien, il s'appelle Michel Serres, qui m'a offert un cadeau de Nouvel An. C'était une balle de ping-pong. Alors, je lui ai demandé, maître, qu'est-ce que ça signifie? Il m'a dit, c'est ça le symbole de l'échange. Quand sur un terrain de football, un joueur s'avise de garder le ballon, il ne veut pas le passer, le jeu s'arrête. Donc, je souhaite vivement que je n'ai ni l'intention, ni la force de garder le ballon. Je souhaite qu'en vous la renvoyant, vous puissiez la renvoyer à d'autres. Car je suis convaincu que sans une mobilisation nationale aujourd'hui, autour non pas d'un homme, mais autour de la paix et au nom de la nation, le chemin sera escarpé. Nous devons faire l'économie des escaliers dérobés et emprunter non pas des voies royales, mais des voies claires, perceptibles pour chacun d'entre nous. L'actualité, c'est aussi cette visite du ministre de la Justice, Mohamed Ali Bachili, à Kalabambougou, en commune 4 du district de Bamako. Sur le terrain, 309 concessions ont été démolies sous l'ordre de Sidiki Djilé, secrétaire général des syndicats de Sénam, et Maître Aliou Keita, huissier de justice. Une situation qui n'est pas du tout conforme aux dispositions prises en la matière. Les explications, c'est avec Garibou Pirou. Moussa Traoré est chef de village de Kalabambougou, un village vendu à son insu et rasé selon un ordre de mission signé par un secrétaire général syndical et maître Aliou Keita, issu de justice. Et pourtant, la grosse de la cour d'appel de Bamako du 8 janvier 2014 a ordonné seulement la démolition de 2 concessions contre 309. Depuis le 18 juin 2014, ces familles sont expulsées. Tout cela, ils ont cassé les lieux sans même demander au procureur qui veille sur l'ordre public. On sait même en matière de droit que pendant des saisons délicates comme l'hivernage au Mali, on n'expulse pas quelqu'un. Vous avez entendu ici, on vous a dit qu'une petite fille est morte suite au fait qu'on l'a jetée dehors avec sa mère sous la pluie et qu'elle n'a pas survécu à la maladie qu'elle a attrapée. Donc le procureur n'en a été informé que lorsque moi je l'ai appelé,
pour lui dire « Est-ce que vous êtes au courant de ce problème ?» Il m'a dit non. Personne ne vous en a parlé? Il dit non. Et je lui ai donné les dossiers. Nous l'avons lu ensemble. On était étonnés que pour l'exécution d'un jugement portant sur 2 familles, on ait cassé tout un village. Voilà la situation dans laquelle on se retrouve. Mais même le jugement là, je ne peux comprendre qu'un syndicat déborde de ses attributions et de son champ d'action normal, de surcroît un syndicat affilié à l'UNTM, qui est une vieille maison syndicale, qui connaît parfaitement ce que c'est que le syndicalisme, que les adhérents de ce syndicat viennent spéculer sur des terres où vous voyez c'est des malades. L'un des individus qui est à l'origine de cette démolition se présente enfin, issu de justice. Loin d'une mise en scène, il est arrêté et c'est le ministre de la Justice qui donne aux forces publiques cette instruction. Ce n'est pas moi qui lui réserve un sort, mais la loi lui réserve un sort et je tiens à ce que la loi s'applique. On a l'habitude de dire la loi est dure, mais c'est la loi. Dura lex, sed lex. La loi est dure, c'est la loi. Et on va l'appliquer dans toute sa rigueur et rien que sa rigueur. Personne n'échappera. Personne. Tout le monde répondra de son comportement dans ce dossier-là. Quel qu'il soit et quel que soit ce qu'il prétend être. Voilà ce qui en reste de Kalabambougou comme habitation, 2 tentes et une mosquée. Âgée d'une 60aine d'années, cette vieille est parmi les victimes de cette démolition. Pleurant discrètement, elle se dirige vers son ancienne habitation, mais sans aucun espoir de voir une brique. Le ministre des Maliens de l'Extérieur, Abdourahmane Sylla, a tenu ce matin une conférence sur la situation de la migration clandestine de nos compatriotes. Cette conférence a pour objectif d'informer et de sensibiliser l'opinion nationale sur les aspects les plus dramatiques du phénomène. Compte rendu Lamine Keïta. La situation des Maliens vivant à l'étranger de façon irrégulière ne laisse pas le gouvernement indifférent. Face au cumul des drames, le ministre des Maliens de l'Extérieur a sollicité le concours de la presse pour véhiculer le message du gouvernement. Il s'agit d'informer et de sensibiliser sur les risques de la migration clandestine. Pour l'année 2014, à la date du 31 juillet, nous avons enregistré 2101 Maliens ont été rapatriés, parmi lesquels 1891 de la Centrafrique. Donc ce rapatriement a été organisé par le gouvernement de la République du Mali. Et le reste, comme des pays comme la Libye, l'Espagne, le Congo-Brazzaville et le Gabon. Par ailleurs, de nombreux migrants sont détenus dans les prisons des pays de destination ou de transit, tels que la Libye, où la situation est aujourd'hui dramatique. Nous avons quelques 225 Maliens en prison en Libye et 11 Maliens en prison également au Sénégal. Il y a évidemment d'autres pays qui ne sont pas cités ici, où nous avons quelques compatriotes détenus dans ces prisons-là. Donc face à cette situation, le ministère des Maliens de l'Extérieur, en collaboration avec d'autres départements chargés des questions migratoires, dans le cadre de leurs missions respectives, a porté assistance à nos compatriotes en détresse par la mobilisation de gros moyens logistiques, d'assistance psychosociale et même sanitaire. Le ministre des Maliens de l'Extérieur s'est aussi appesanti sur le cas des Maliens en Italie et des enfants migrants mineurs. Nos compatriotes migrants, quand ils réussissent leur dangereux périple, se trouvent à survivre dans des conditions précaires, dégradantes, dépourvues de toute humanité et sans possibilité de retour digne au pays. C'est vraiment le cas de l'Italie où nous venons de boucler une mission il y a juste une semaine. Le ministre a aussi évoqué la situation en Libye où certains Maliens sont bloqués et en République centrafricaine où ils sont 344 à Bangui sur le point d'être rapatriés par les soins du département de Titel. Il a également fait cas du drame survenu sur la côte libyenne le 27 juillet dernier, drame au cours duquel des dizaines de Maliens ont trouvé la mort. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a reçu ce mardi les stagiaires non-voyants de l'APEJ. Par cette rencontre, le ministre Babi voudrait s'assurer des conditions de travail des non-voyants dans les structures d'affectation. Il a aussi rassuré les uns et les autres du soutien du gouvernement. Compte rendu Isaac Chinou.
Il s'agit pour le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, à travers cette rencontre, de se rendre compte des conditions de travail de ces handicapés visuels qui bénéficient d'un stage de l'APEJ. Les 26 stagiaires, tous non-voyants, sont affectés dans plusieurs structures, entre autres les affaires étrangères, la médiature et les centres d'état civil. Cela s'appelle suivi. L'objectif de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est vraiment de voir, après quelques semaines, quelques mois de travail sur le terrain, quelles sont exactement vos conditions de travail, quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés, quelles recommandations nous pouvons faire afin de vous aider à les surmonter, dans quelle mesure, en gros, nous pouvons veiller à ce que vos conditions de travail soient les plus optimales possibles dans la limite des moyens mis à notre disposition par l'État. Le ministre Babi a ensuite donné l'occasion aux stagiaires de s'exprimer sur les difficultés liées au stage. Le principal problème, c'est le problème d'accessibilité. Parce qu'il se trouve que les matériaux qui sont là-bas, ce n'est pas accessible pour nous. C'est des écritures en noir, comme on le dit. Donc, ce n'est pas accessible pour nous. Donc, ce qui rend très compliqué la tâche pour nous de servir, d'effectuer convenablement notre stage. Le département de l'emploi et de la formation professionnelle a promis de donner à ces jeunes une égalité de chances sur le marché du travail. Le ministre de la Réconciliation nationale, Zahabi Sidi Ould Mohamed, a présidé les cérémonies de lancement de la semaine culturelle et citoyenne du Conseil national de la jeunesse à Nyono ce mardi. Les jeunes venus de toutes les régions veulent apporter leur contribution à la recherche d'une cohésion sociale entreprise par les autorités nationales. Fousseini Samake. Ils sont 1 million de jeunes venus de toutes les régions du Mali avec un seul objectif, apporter leur contribution au processus de la paix et la réconciliation du pays à travers cette semaine culturelle et citoyenne de la jeunesse à Nyono. Conférences, débats sur la cohésion sociale, le vivre ensemble et la promotion des droits humains, les visites touristiques et soirées d'échanges culturels sont entre autres temps forts de cette semaine. Les jeunes se disent déterminés à apporter leur pierre précieuse à l'édification d'un Mali apaisé. Multiplier les créneaux pour se surpasser et parler du rôle de la jeunesse pour la paix et la sécurité ne peut être, nous osons l'espérer, que tout bénéfice pour notre chère patrie, qui attend de chacune de ses filles et de chacun de ses fils d'énormes sacrifices, à quelque prix que ce soit. En présidant les cérémonies de lancement de cette semaine, le ministre de la Réconciliation nationale a invité les jeunes à une large implication pour qu'une paix durable revienne au Mali. Jeunesse du Mali, notre pays ne sortira de l'abîme où l'on poussait des décennies de mauvaise gouvernance que lorsque nous serons tous conscients que seul le travail peut nous sortir du sous-développement. C'est en cela que le Mali sera plus fort, capable de monter à l'assaut des cimes dans cette farouche compétition des nations. Nous ne pourrons gagner aucun combat si nous ne nous faisons pas confiance. La semaine culturelle et citoyenne de Nyono est organisée par le Conseil national de la jeunesse en partenariat avec le ministère de la Réconciliation nationale, l'aménagement et les responsables de Nyono. Le ministre en charge des affaires religieuses et du culte est dans la capitale de l'Or Blanc. Tcherno Amadou Diallo a saisi cette occasion pour visiter l'une des réalisations de l'église évangélique chrétienne en matière de santé. Il s'agit de l'hôpital femmes et enfants de Koutiala. Sekou Konaté, correspondance. Réalisé pour plus de 2 milliards de francs CFA par la communauté religieuse évangélique, l'hôpital femmes-enfants de Koutiala, qui reçoit ce jour le chef du département en charge des affaires religieuses et du culte, est fonctionnel depuis 2006. Il s'est dédié à la prise en charge des problèmes de santé de la femme et de l'enfant. Et de 2006 à nos jours, que de chemin parcouru. Nous pouvons faire des consultations pédiatriques, nous pouvons faire des examens radiologiques, nous pouvons faire des examens biologiques, nous pouvons accoucher les femmes ou nous pouvons alors opérer aussi ceux qui en ont besoin. Du service de pédiatrie au bloc opératoire, le visiteur du jour a pu mesurer la dimension de la réalisation et apprécier les performances. C'est l'émerveillement et voir ce que la foi peut apporter
Et comme je l'ai tout le temps dit, le culte, c'est pour l'homme. L'homme, perfection dans la spiritualité, perfection dans le bien-être. Et c'est ce qui est traduit par cette œuvre de l'Église évangélique protestante. Cependant, l'hôpital connaît des problèmes d'accessibilité et de reconnaissance d'utilité publique. Et je suis sûr que les autorités de cette République vont diligenter, notamment le ministre de la Santé, mon homologue, je lui en parlerai, je suis sûr qu'il n'est pas au courant, et donc prendra toutes les dispositions. Et donc je peux les rassurer déjà de cela. Auparavant, le ministre est allé à la rencontre des notables et leaders religieux de la capitale du Miankala. Dans le vestibule comme à la grande mosquée, le message est resté le même. C'est le message permanent du président de la République, El Hadji Ibrahima Boubacar Keïta. L'unicité de la religion ou des religions, l'entente cordiale, le respect réciproque et la considération envers tous les cultes, sans distinction, sans exclusive, parce que c'est cela le Mali. Et le ministre d'offrir un important lot d'exemplaires du Saint-Coran à la communauté musulmane de Koutiala. Revenons à Washington, où séjourne également la première dame qui doit prendre part aux côtés de ses pairs au sommet consacré à l'éducation de la jeune fille, la santé et l'entrepreneuriat féminin. En marge de cette rencontre, les premières dames ont effectué ce mardi une visite au Washington Smithsonian Institute sur invitation des responsables du National Museum of African Art. L'épouse du président de la République, Keïta Aminata Maïga, et ses sœurs ont révisité l'histoire de la culture noire américaine. Compte rendu d'Aïssi Soko et d'Embawana. C'est accompagné du ministre de la Culture et de son cabinet que l'épouse du président de la République, Keïta Aminata Maïga, est arrivée au National Museum of African Art du Smithsonian Institute, le plus grand complexe de musées au monde. Le groupe Smithsonian, constitué de 19 musées à Washington et à New York, détient plus de 137 millions d'objets et de spécimens à la disposition du public. Profitant de la rencontre des premières dames en marge du sommet des chefs d'État États-Unis-Afrique, les responsables de la structure ont tenu à les inviter pour une plongée dans l'essence même de la culture noire américaine, à savoir l'Afrique. L'épouse du président de la République, Keïta Aminata Maïga, y a retrouvé ses sœurs du Burkina Faso et de la Guinée équatoriale. Elles ont assisté à des témoignages, chacun invitant nos premières dames à s'investir pour la promotion de la culture de l'art africain. D'ailleurs, pour une meilleure visibilité de l'art africain, le Smithsonian Institute a initié le festival Folklife, un événement annuel spécial organisé par le Center for Folklife et le patrimoine culturel célébrant les traditions culturelles à travers le monde. Et c'est le Mali qui a été retenu pour être l'invité d'honneur du Folklife Festival en 2016 et par la même occasion, invité d'honneur du Festival de Memphis en avril de la même année. Les premières dames ont eu droit à une visite des lieux avant le déjeuner qui leur a été offert par la direction du National Museum of African Art. Déjeuner pendant lequel Keïta Aminata Maïga et ses sœurs ont échangé sur les projets futurs communs, mais également sur les différents thèmes qui seront débattus pendant leur sommet prévu ce mercredi. Direction Dakar qui vit au rythme du procès Karim Wade, ouvert le 31 juillet devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite à Dakar. Ce procès focalise toutes les attentions. Le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade est accusé d'avoir amassé de manière illicite une fortune de près de 178 millions d'euros grâce à des montages financiers. La deuxième journée du procès de Karim Wade a été marquée par une décision de la Cour en faveur des avocats du fils de l'ancien président sénégalais dont la constitution a été contestée par la partie civile. Avec la décision qui a été rendue par la Cour et qui n'a fait que dire le droit, aujourd'hui, une fois de plus, l'espoir est revenu de manière forte en moi. Auréolés par leur première victoire, les conseils de l'ancien ministre des Infrastructures, des Transports aériens et de la coopération internationale ont attaqué la Cour, incompétente selon eux pour juger un ancien ministre. Les avocats de l'État persistent et signent. Au moment où Karim Wade répondait au procureur spécial, est-ce qu'il était ministre? Non. Et le délit n'est constitué
qu'après, la mise en demeure restait infructueuse. Après 3 jours d'audience, le procès de Karim Wade n'est pas encore entré dans le vif du sujet. Les deux camps se livrent depuis le début à une bataille procédurale dont le seul but est d'affaiblir le camp adverse ou de faire capoter tout simplement le procès. Voyons à présent l'actualité sur le continent sous forme de télégramme. Au Nigeria, Amnesty International dénonce les crimes de guerre des militaires dans la lutte contre Boko Haram. L'ONG s'appuie sur des vidéos obtenues pendant une mission au nord du Nigeria, des images extrêmement choquantes où des hommes désignés comme suspects sont égorgés sans ménagement et jetés dans une fosse commune. Nous appelons les autorités nigérianes à enquêter immédiatement et de façon indépendante et à veiller que les responsables soient traduits en justice. Amnesty International récuse ces méthodes contre-productives qui permettent à Boko Haram de justifier. Voilà, retour à l'actualité nationale. L'Infostat et ses partenaires ont remis au ministre de la Santé les résultats de la 5e enquête démographique et de santé 2012-2013, financée à hauteur d'1,5 milliard de francs CFA. Cette étude a concerné les régions de Kay, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le district de Bamako. Sokonaka Misuko pour les détails. Les résultats de la 5e enquête démographique et de santé EDSM5 sont désormais disponibles. Ce rapport est le fruit d'une enquête par sondage qui fournit des informations relatives à la santé et à la population. Le document révèle que le risque de décès des enfants de moins de 5 ans est de 95 pour 1000 naissances vivantes. Le taux de fécondité est de 5 enfants par femme en milieu urbain contre 6,5 en milieu rural. Malgré les résultats positifs de l'enquête portant entre autres sur la suivi de l'enfant, la prévention de paludisme et de l'infection de VIH, nous devons nous attendre à des interpellations qui nous montrent également là où les améliorations sont attendues. L'enquête qui s'est déroulée de novembre 2012 à février 2013 a concerné les régions de Kay, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le district de Bamako. Cette édition a été réalisée dans un contexte particulier, marqué par les événements de mars 2012, qui ont rendu inaccessibles 3 régions, Tombouctou, Gao et Kidal, et 3 cercles de la région de Mopti, Douanza, Ténenkou et Ivarou. Le but essentiel était de disposer de données statistiques actualisées, désagrégées et de qualité sur la situation des femmes et des enfants, afin de rendre compte des progrès accomplis sur les EMD et d'autres engagements mondiaux de notre pays. Cette 5e édition de l'enquête démographique et de santé a touché un échantillon de 10 105 ménages et les taux de réponse ont été respectivement de 96% chez les femmes et de 93% chez les hommes. La réalisation de cette enquête a coûté plus d'1,5 milliard de francs CFA. Elle a été financée par le gouvernement du Mali avec l'appui de l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, et l'Agence canadienne pour le développement international. Catholic Relief Service a officiellement lancé ce lundi à Chedem 2, une localité située à une vingtaine de kilomètres de Nara, son projet Likave qui signifie en langue locale mort, donner un coup de main. Le projet vise l'amélioration de la sécurité des moyens d'existence au bénéfice des communautés vulnérables du cercle de Nara. Mouzafane. Participer à la lutte contre l'insécurité alimentaire au Mali, c'est l'objectif que vise le projet Likaev. À travers cette initiative, les responsables des catholiques et Relief Service entendent assurer la sécurité alimentaire dans le cercle de Nara. CRS Mali et son partenaire CESPITA, parmi tant d'autres, concourent à résoudre le problème de la sécurité alimentaire dans les zones rurales de la région de Koulikoro. Chers bénéficiaires, ce projet vient de CRS et de l'USAID. Financé à environ 700 millions de francs CFA par l'USAID à travers Catholic et Relief Service, le projet Likaev devra toucher plus de 5000 bénéficiaires directs. Il est prévu 3 activités majeures dans le projet. Et ils vont faire du cash inconditionnel, donner de l'argent aux ménages vulnérables, parce que l'année dernière, la campagne a été mauvaise.
Donc les familles n'ont pas pu récolter. Ça, c'est la première composante. Il y a une deuxième composante, pendant la période de soudure, les 3 mois de la soudure, ils vont donner de l'argent aux familles pour acheter des vivres. Et il y a une troisième composante, ça c'est les formations sur les itinéraires techniques pour faire une production agricole performante. Ce programme financé par l'USAID a pour but d'apaiser l'insécurité alimentaire grave et d'appuyer la restauration des moyens d'existence pour 5105 familles largement touchées par l'insécurité alimentaire dans le cercle de Nara. D'une durée de 6 mois, le projet Likaev, qui signifie en langue locale mort, donner un coup de main, est exécuté par l'ONG Centre sahélien des prestations d'études, d'éco-développement et de démocratie appliquée, CSPEDA. Il intervient dans les communes rurales de Guinébé, Dokofri et Koronga. Autre lancement, celui du projet de développement de la pisciculture dans la région de Mopti. Plus de 8000 habitants répartis entre 4 cercles de la région vont bénéficier des avantages de ce projet piscicole. Adama Koulibaly, les détails. Ce projet de pisciculture qui vient d'être lancé sera exécuté dans le partenariat entre l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANPE et la Direction nationale de la pêche DNP à travers leur structure déconcentrée. Le projet aura une durée de 5 ans avec une phase test de 2 ans pour un budget prévisionnel de plus de 3,9 milliards de francs CFA. Nous allons sur le terrain voir concrètement ce qui ont des idées d'entreprise. Ce sont ces idées d'entreprise que nous allons financer. Il s'agit de 4 localités qu'on appelle le delta central nigérien. C'est le cercle de Tenenkou, de Yuwaru, de Mopti et de Djenné. Les populations de ces zones ciblées sont estimées à plus de 850 000 habitants. Le projet permettra de soutenir durablement la production piscicole et qui pourra ainsi réduire la pauvreté des acteurs du secteur pêche. Développer l'emploi rural aujourd'hui est la meilleure entreprise dans un contexte difficile pour nous aider à lutter contre le chômage, le sous-emploi et la pauvreté, et aussi positiver notre tendance vers une nouvelle ère de positionnement stratégique sur le marché de l'emploi national. Les attentes du projet sont l'amélioration des conditions de vie des populations, l'augmentation de l'emploi, l'aménagement d'entreprises piscicoles et la qualification d'une centaine de personnes du secteur qui seront installées dans les emplois durables. Sport, football. Hier, au compte de la 25e journée, le club olympique de Bamako a battu 2-0 les 11 créateurs de Nyarela. Juste après, le centre Salif Keita a conforté sa position dans le classement en s'imposant 1-0 devant l'Office du Niger Sport. C'était au stade du 26 mars de Yirimadjo et c'était en présence de Koumba Nyambeli. À quelques journées de la fin de la saison 2013-2014, aucune équipe n'a droit à l'erreur. C'est pourquoi, à l'entame de cette 25e journée, le centre Salif Keita, 10e, 29 points, et l'Office du Niger Sport, 13e, 20 points, confondent vitesse et précipitation. La première période de cette opposition se solde par un nul blanc. Une mi-temps qui a permis aux deux coachs de remotiver leurs troupes, chose qui porte fruit en seconde période. Les boys du centre Salif Keita ouvrent la marque à la 67e minute par Sidi M. Keita. Il fallait les requinquer par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé pour ce match. 1-0 pour le centre Salif Keita, c'est d'ailleurs le résultat au terme de la rencontre. Il fallait avoir ces 3 points pour pouvoir se maintenir. Maintenant, on est à la phase de maintien. Bon, par rapport au match, c'était un peu difficile parce que l'Office du Niger nous attendait beaucoup parce qu'ils cherchaient aussi à se relever. Du coup, les centristes confortent leur position dans le championnat avec 32 points. Quant à l'Office du Niger Sport, l'équipe retrouve la zone de relégation avec 20 points. Auparavant, le club olympique de Bamako a gardé sa deuxième place en s'imposant 2-0 devant les 11 créateurs de Nyarela grâce à un doublé de Djibril Koulibaly qui ouvre le score à la 13e minute. 1-0 pour les COB. Avec cet avantage, les Olympiens redoublent d'ardeur et réussissent à inscrire un second but à la 42e minute signé Djibril Koulibaly. 2-0 pour COB. Ce score mène à la pause. En seconde période, nous assistons à un match équilibré sans but. 2-0 pour le club
club olympique de Bamako. C'est le score final. Un très bon match. Et mes garçons se sont bien comportés par rapport à la dernière sortie qu'on a fait en championnat contre les Débo. Il fallait coûte que coûte se ressaisir aujourd'hui contre les 11 créateurs, surtout que c'est une équipe qui est encore dans l'euphorie de la Coupe du Mali. Je pense qu'on a largement pu profiter de tout ça pour pouvoir prendre les 3 points. Il était meilleur que nous. Il fallait qu'on soit plus concentré en premier mi-temps pour contenir un peu les sorbets, pour qu'on puisse avoir les gains de cause. En deuxième mi-temps, vous avez vu le match, ça a changé. On était engagés, on était plus vifs qu'eux. Mais c'est normal parce qu'ils mènent des jours déjà, il faut conserver l'arbitre. Je les félicite. Et je félicite mes joueurs pour la deuxième mi-temps qui ont tout donné pour au moins montrer leur qualité. Avec cette victoire, le club olympique de Bamako reste à la deuxième place avec 51 points. Les 11 créateurs de Nyarila sont 6e avec 38 points. Et toujours au compte de la 25e journée, les deux formations de Koulikoro ont réalisé des victoires. Le Niana a gagné 1-0 face à l'AS Police et le CS Dougolovla a battu le double club de Mopti 2-0. Le résumé des rencontres avec Djara Konaté. Le double club de Mopti, l'ambassadeur de la Venise malienne, en Ligue 1, enregistre une nouvelle défaite contre l'un des représentants de Koulikoro, le CS Dougolovla 2-0. Les Mopticiens vont dominer pendant la première demi-heure sans concrétiser. À la 39e minute, la défense du Débo tâtonne et encaisse le premier but de la partie par Sidiya Traoré 1-0. 7 minutes après, la reprise, soit à la 52e minute, Noum Kone impitoyable bat le portier du Débo. 2-0, score final. Dans un match, quand tu ne marques pas, tu as beau jouer, tu ne marques pas, tu ne sais pas jouer au football. Désormais, le sort du Débo. Le sort du Débo, nous cherchons toujours le maintien. Inch'Allah, ça ira. C'est possible. On a 5 matchs à RSC, vous allez voir, vous êtes là. Là, on a bébé. On a joué contre une équipe qui veut éviter la relégation. Ce n'est pas facile de jouer contre eux, mais l'objectif c'était les 3 points. Auparavant, l'AS Niana de Koulikoro avait signé la première victoire du Méguétan devant l'AS Police 1-0. Les deux équipes s'étaient neutralisées 0-0 à la pause. Il a fallu attendre la 72e minute pour voir Mori Koulibaly battre le portier de l'AS Police. Ils ont fait ce qu'ils peuvent, compte tenu de la programmation. On a été avisé le samedi soir, ça c'est un. Et en plus de cela, faire arrêter le championnat une semaine, 10 jours, 100 jours aussi, ça joue sur l'équipe. C'est des handicaps qu'il faut que la Fédé doit corriger. Aujourd'hui, nous sommes venus déterminés pour vraiment prendre, si possible, même 1 point. Voilà, Dieu nous a bénis, nous a donné 3 points. L'analyse, pour moi, pas un super match, mais un bon résultat. En tout cas, ça fait plaisir. On continue à le dire. On continue à le dire à nos supporters, à ceux qui aiment le football, que le Niana n'a pas sa place en 2-2. Le Niana n'ira jamais en 2-2. Il faut le mettre. On va se battre jusqu'à la fin. Cette victoire permet au Niana de Koulikoro de souffler avant la fin du championnat avec 22 points. Fin de ce journal, demain 10h, 13h, Mohamed Touré. Grand merci à nos téléspectateurs de Koulikoro. Je serai là demain, même heure, même plateau. La météo, c'est tout à l'heure avec Aïssata Kamara. Retrouvez aussi Rachel Tessougué dans le JT des formations aux environs de 21h30. Et toute l'équipe de Cybernétique vous donne aussi rendez-vous ce soir sur votre télévision nationale. Voilà et bonsoir.